Je m'appelle Livia Raab. Par où commencer? J'ai 31 ans, je fais de bons progrès dans ma carrière en marketing et je pensais avoir le contrôle de tout le drame familial, mais tout a changé lorsque ma petite sœur, Marie, a commencé à organiser son mariage. J'étais là pour l'aider à planifier le jour parfait, mais il est vite devenu clair que les choses seraient plus compliquées que prévu. L'ombre de notre père, John, planait sur tout. Depuis le divorce, il n'a plus été le même. Il lutte, sombrant dans l'alcool et faisant de mauvais choix. L'un des pires choix, à mon avis, est sa nouvelle petite amie, Julie. Dès le moment où je l'ai rencontrée, j'ai ressenti de mauvaises vibrations. Un jour, alors que Marie et moi choisissions les fleurs, elle s'est tournée vers moi, visiblement inquiète. « Liv, tu crois que papa viendra vraiment sobre ?» m'a-t-elle demandé, ses yeux remplis d'espoir. « J'espère vraiment que oui », ai-je dit, essayant de la rassurer. « Pour toi, j'espère que oui. » Mais au fond de moi, je n'étais pas sûre que l'espoir suffirait. À mesure que le jour du mariage approchait, je me sentais moins comme une demoiselle d'honneur et plus comme une arbitre, toujours en train de tenter de maintenir la paix. Mon petit ami, Gabriel, a été incroyable pendant tout le processus, essayant toujours de me calmer avec des phrases comme « Chérie, tu ne peux pas tout contrôler. » Je sais, répondais-je, même si au fond de moi je n'arrêtais pas de m'inquiéter. Mais si papa gâche le jour de Marie, je ne lui pardonnerai jamais. Je ne savais pas que les choses allaient encore empirer. Environ une semaine avant le mariage, j'ai rencontré ma meilleure amie, Teresa, pour prendre un café. Elle a toujours été la voix de la raison dans ma vie, et j'en avais plus besoin que jamais. « Qu'est-ce qui se passe vraiment entre toi et Julie ?» m'a-t-elle demandé, me regardant d'une manière qui montrait qu'elle savait déjà que quelque chose n'allait pas. J'ai baissé la voix, regardant autour de moi comme si quelqu'un pouvait nous entendre. Il y a quelque chose qui cloche chez elle, Teresa. La façon dont elle s'est accrochée à papa si rapidement, toujours en train de lui chuchoter des choses. Et tu sais quoi, je l'ai entendu au téléphone parler d'une grosse arnaque qui se préparait. Les yeux de Teresa se sont écarquillés. Tu penses qu'elle est en train de le tromper? Je ne sais pas, ai-je admis, mais je vais le découvrir. Cette conversation a allumé quelque chose en moi, et je ne pouvais plus laisser passer ça. J'ai passé des nuits blanches à faire défiler les réseaux sociaux, passant des coups de fil discrets à certains des vieux amis de papa, essayant de rassembler les pièces du puzzle. Plus j'enquêtais, plus il semblait que je découvrais un mystère que je n'étais pas sûre de vouloir résoudre. La veille du mariage, Marie et moi étions sur place, faisant quelques derniers ajustements, lorsque soudain, papa et Julie sont arrivés sans prévenir. « Papa !» a crié Marie, courant pour l'embrasser. Je suis restée en retrait, les observant attentivement. Les yeux de Julie parcouraient la salle, presque comme si elle analysait tout d'une manière calculée. Quant à papa, il a balbutié, « Ma petite fille, toute grande », et mon cœur s'est effondré. Il était déjà ivre. « Cher John, allons jeter un coup d'œil au bar », dit doucement Julie, me lançant un regard prétentieux alors qu'ils s'éloignaient ensemble. Je sentis une vague de colère monter en moi, mais j'essayai de garder mon calme, pour Marie. Marie se tourna vers moi, les yeux brillants de larmes retenues. « Liv, je... » Elle ne termina pas sa phrase. Je l'attirai dans mes bras en murmurant, « Ne t'inquiète pas, petite sœur. Demain, c'est ton jour avec Brian. Rien ne gâchera ça. » Si seulement j'avais su à quel point je me trompais. On dit qu'il y a toujours un moment de calme avant la tempête. Eh bien, notre tempête se préparait, et elle allait nous frapper avec la force d'un ouragan de catégorie 7. Alors que je tenais ma petite sœur Marie contre moi, je fis une promesse silencieuse, quoi qu'il arrive, je protégerai son bonheur. À ce moment-là, je n'avais aucune idée que je serais en train de lutter pour bien plus qu'un simple jour de mariage parfait. La cérémonie en elle-même était magnifique. Marie était absolument radieuse, pendant un bref instant, tout le drame familial semblait s'évaporer. En la regardant échanger ses vœux avec Brian, j'éprouvais un peu d'espoir. Peut-être, juste peut-être, nous pourrions passer cette journée sans encombre. Je voulais tellement que Marie ait un jour parfait. Mais cet espoir fragile fut détruit dès que nous sommes entrés dans la réception. Je l'ai vu presque immédiatement, papa, debout près du bar, déjà ivre,
avec Julie accrochée à lui comme à une bouée de sauvetage. Mon cœur se serra. Ça va? Demanda Gabriel, mon petit ami, en serrant ma main, remarquant mon malaise. Je dois garder tout sous contrôle, pour Marie, murmurai-je, en forçant un sourire, mais au fond, je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que quelque chose ne tourne très mal. Au fil de la soirée, la tension dans la salle devint insupportable. Le rire de mon père devenait de plus en plus fort, ses mouvements de plus en plus maladroits. Les yeux de Julie continuaient de balayer la pièce, avec un éclat étrange qui me donnait des frissons. Quelque chose n'allait pas, et je pouvais le sentir. « Liv, papa fait une scène », me murmura Marie, sa voix pleine d'inquiétude. « Je vais m'en occuper », répondis-je, en essayant de paraître confiante. Je marchai vers l'endroit où papa essayait de faire une macarena maladroite, trébuchant et riant comme si de rien n'était. « Papa, allons prendre un peu d'air frais », suggérai-je, tentant de rester calme. « N'importe quoi », balbutia-t-il. « Je célèbre le grand jour de ma petite fille. » Il tenta de tournoyer, mais faillit tomber. Julie apparut à ses côtés, serrant son bras fermement. « Laisse-le tranquille, il s'amuse, » dit-elle sèchement. « Ce n'est pas une question de s'amuser, il s'agit de montrer du respect pour Marie en ce jour spécial, rétorquai-je, essayant de garder ma voix ferme. Les yeux de Julie se plissèrent alors qu'elle se moquait. « Tu te crois parfaite, pas vrai ? Toujours en train de tout contrôler. » La discussion dégénéra rapidement. Nous nous éloignâmes vers un coin plus calme de la salle, mais nos voix continuaient de monter à chaque échange de mots. « Tu ne sais rien de notre famille, » répliquai-je, ma patience à bout. « Je sais une chose, » siffla-t-elle. « Ton père préfère ma compagnie à la tienne. » Quelque chose se brisa en moi. « C'est avant ou après que tu l'aies vidé de tout son argent, Julie, » répliquai-je, la voix tremblante de colère. Son visage se tordit de haine, et avant que je ne puisse réagir, elle se jeta sur moi, attrapant un couteau sur une table de dessert à proximité. Pendant un instant, tout sembla se ralentir. Je vis la lame briller sous les lumières de la réception, j'entendis des gens crier et sentis mon cœur battre à tout rompre dans ma poitrine. Tout ce à quoi je pouvais penser était « j'ai ruiné le mariage de Marie ». Mais soudain, Gabriel se jeta sur Julie, faisant tomber le couteau au sol dans un bruit métallique. Le chaos éclata autour de nous. Les invités hurlaient et se dispersaient, des chaises se renversaient, et toute la scène se transforma en une confusion de bruits et de mouvements. Au milieu de la panique, tout ce que je pouvais fixer, c'était Marie. Comment en étions-nous arrivés là? J'avais promis de protéger son bonheur, mais à présent, le jour de son mariage se transformait en cauchemar. Je vis l'expression horrifiée de Marie tandis que Brian la tenait. Les agents de sécurité arrivèrent rapidement, maîtrisant Julie alors qu'elle hurlait des obscénités à quiconque s'approchait. C'était le chaos total. Je restais là, paralysée, tandis que la police arrivait et emmenait Julie menottée. Dans ce court instant, je vis mon père. Il avait l'air complètement perdu et abattu. C'est à ce moment-là que je réalisai que plus rien ne serait jamais comme avant. Les jours qui suivirent le mariage furent un véritable flou. Entre les dépositions à la police, les interviews et les nuits sans sommeil, j'avais l'impression de vivre un cauchemar. Le moindre bruit me faisait sursauter, et l'image de Julie s'avançant avec le couteau se répétait sans cesse dans mon esprit. Gabriel, mon pilier tout au long de cette épreuve, me tenait chaque fois que les cauchemars refaisaient surface. « Tu es en sécurité maintenant, Liv », murmurait-il, essayant de me réconforter, mais me sentir en sécurité semblait impossible. Comment pouvais-je me sentir en sécurité quand la petite amie de mon propre père avait essayé de me poignarder au mariage de ma sœur? Comment commence-t-on à se remettre d'un tel événement? Marie, compréhensiblement, était anéantie. Quand je lui ai rendu visite environ une semaine après tout ça, elle ne pouvait même pas me regarder. Tous ces mois de préparation, dit-elle, la voix lourde de tristesse, pourquoi au final? Mon mariage sera toujours connu comme le jour où quelqu'un a tenté de tuer ma sœur. Marie, je suis désolée, commençai-je, écrasée par le poids de la culpabilité. Elle m'interrompit en secouant la tête. Je sais que ce n'est pas ta faute, Liv, mais malgré tout. Je n'arrive pas à me défaire de l'idée que notre famille est maudite ou quelque chose comme ça.
Pendant que Marie essayait de faire face à sa douleur, papa était dans un déni complet. Il m'appelait sans cesse, me laissant des messages vocaux qui faisaient bouillir mon sang. Livia, ma chérie, ne faisons pas d'histoire, disait-il. Julie était juste énervée. Elle ne voulait faire de mal à personne. L'entendre la défendre après tout ce qu'elle avait fait me révoltait. La goutte d'eau fut quand il apparut à mon appartement, sentant l'alcool. J'ouvris la porte et le trouvai titubant légèrement, les yeux vitreux. « Papa, tu dois partir, dis-je en essayant de garder une voix ferme. Mais, ma chérie, nous sommes une famille. Nous devons rester ensemble, balbutia-t-il, semblant pathétique. Je sentis quelque chose se durcir en moi alors que je le regardais. Non, papa, c'est terminé entre nous. Je ne peux plus faire ça. La douleur dans ses yeux faillit me faire hésiter, presque. Mais, quand je fermai la porte, je savais que c'était la chose à faire. Pendant ce temps, Teresa, mon amie déterminée, avait commencé à enquêter sur le passé de Julie. Ce que nous découvrîmes me laissa sans voix. « Liv, regarde ça », dit Teresa un soir, en étalant des papiers sur ma table basse. Julie a un casier judiciaire, agression, fraude, tout y est. Je parcourus les documents, sentant mon estomac se nouer. Comment papa a-t-il pu ignorer ça? Teresa hésita, mordillant sa lèvre. C'est ça, Liv. Je pense qu'il le savait. La vérité m'a frappé comme une tonne de briques. Nous avons trouvé des comptes bancaires conjoints, des virements suspects, des preuves que papa n'était pas seulement une victime dans toute cette histoire, mais un complice. Raconter à Marie ce que nous avions découvert fut l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais eu à faire. Nous étions assis ensemble dans sa cuisine, les cadeaux de mariage encore empilés dans un coin, intacts. « Je n'arrive pas à y croire », murmura-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Comment a-t-il pu nous faire ça? Je ne le reconnais même plus. Je n'avais pas de réponse pour elle. Moi non plus, je ne savais plus qui était papa. J'ai parlé doucement, mais fermement. Nous devons nous protéger maintenant. Marie me regarda, son expression changea pour devenir déterminée. Je suis avec toi, Liv. Toujours, répondit-elle. Malgré ces mots, la culpabilité pesait lourd sur moi. J'avais exposé les crimes de notre père, ce faisant, j'avais peut-être détruit sa vie. Mais d'un autre côté, n'avait-il pas déjà fait cela tout seul? La combinaison de colère, de confusion et de culpabilité était trop difficile à gérer seule, alors j'ai décidé de chercher de l'aide. C'est ainsi que je me suis retrouvée assise dans le cabinet d'une thérapeute, essayant de comprendre tout ce qui s'était passé. Livia, c'est normal de te sentir confuse, me rassura ma thérapeute, la docteure Kendra, lors de l'une de nos séances. Tu as traversé quelque chose de traumatisant. Tu es en deuil pour la perte du père que tu pensais connaître. Je regardais mes mains, me sentant déchirée. Mais je ne devrais pas le détester après tout ce qu'il a fait? Il n'y a pas de vrai en matière d'émotion, expliqua-t-elle doucement. L'important, c'est que tu reconnaisses ce que tu ressens et que tu travailles dessus. Travailler dessus semblait simple, mais ce ne l'était pas. Pourtant, en sortant du cabinet de la docteure Kendra ce jour-là, j'ai ressenti une petite lueur d'espoir. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Peut-être, juste peut-être, que je pourrais reconstruire quelque chose de positif à partir des ruines du passé de ma famille. Des mois après le désastre du mariage, je me retrouvais dans un endroit où je n'aurais jamais pensé être heureuse. Malgré tout ce qui s'était passé, j'avais un réseau de soutien solide. Marie, Gabrielle, Teresa et moi formions une équipe inébranlable. Notre lien était plus fort que jamais. Un soir, alors que nous dînions dans mon appartement, Marie leva son verre. À de nouveaux commencements, porta-t-elle un toast. Et à la famille, celle que nous choisissons, ajoutai-je en trinquant avec ma sœur. Les médias étaient omniprésents autour du procès de Julie, c'était un véritable cirque. Assise dans cette salle d'audience, j'avais l'estomac noué alors que la véritable nature de Julie était dévoilée aux yeux de tous. Papa était à mes côtés, semblant complètement abasourdi tandis que le passé criminel de Julie était exposé. Mais le véritable choc restait à venir.
Teresa et moi avions travaillé dur pour rassembler des preuves du rôle de papa dans les stratagèmes de Julie. Pendant le procès, notre avocat se leva et s'adressa à la cour. Votre honneur, nous avons des documents qui prouvent l'implication de John Rabb dans les activités frauduleuses de mademoiselle Blake. Alors que la bataille juridique continuait, ma vie personnelle prit une tournure inattendue mais positive, ma carrière commença à décoller. Un dimanche après-midi, mon patron me convoqua dans son bureau. Livia, nous te promouvons au poste de directrice senior du marketing, dit-il avec un sourire. Ta résilience et ta créativité au cours de l'année écoulée ont été exceptionnelles. Je quittai le bureau en état d'extase et appelai immédiatement Gabriel pour partager la nouvelle. Chérie, c'est incroyable. Je suis tellement fière de toi, s'exclama-t-il, l'enthousiasme évident dans sa voix. Au milieu de tout ce chaos, Marie et Brian ont pris une belle décision, ils ont décidé de renouveler leurs vœux. Cette fois, c'était une cérémonie petite et intime dans leur jardin, avec seulement des amis proches et la famille. La deuxième fois, c'est la bonne, plaisanta Brian, faisant rire Marie pendant qu'ils échangeaient à nouveau leurs alliances. En les regardant, j'ai ressenti une sensation de paix m'envahir. Nous étions enfin en train de guérir, tous ensemble. Puis, le jour de la sentence de Julie est arrivé. La salle d'audience était remplie de tension alors que le juge se préparait à rendre son verdict. Pendant que je restais assise là, je réfléchissais à tout ce que nous avions traversé depuis ce jour fatidique du mariage. Nous avions enduré tant de douleurs et de trahisons, mais d'une manière ou d'une autre, nous avions réussi à surmonter cela. Nous étions plus forts et allions de l'avant. Cela n'a pas été facile, mais nous avons trouvé le chemin de retour les uns vers les autres. La tempête était passée, et nous trouvions enfin le calme. Je me suis levée pour faire ma déclaration en tant que victime. Mes mains tremblaient, mais ma voix restait ferme. Les cicatrices de cette nuit-là sont profondes, ai-je commencé, mais elles m'ont rendue plus forte. J'ai regardé directement Julie, sachant que c'était mon moment pour revendiquer ma vie. Je suis ici aujourd'hui, non pas en tant que victime, mais en tant que survivante. Lorsque Julie fut emmenée menottée, j'ai ressenti un sentiment de clôture. C'était comme si un long et douloureux chapitre de ma vie arrivait enfin à sa fin. Cependant, la véritable célébration eut lieu un mois plus tard. Marie, Brian, Gabriel, Teresa et moi étions dans mon restaurant préféré, réunis pour célébrer ma promotion et tout ce que nous avions surmonté ensemble. Olivia, Teresa leva son verre avec un large sourire, la personne la plus forte que je connaisse. Je ne pouvais pas la laisser terminer sans ajouter, à nous tous. J'ai regardé autour de moi, voyant les visages des personnes qui étaient restées à mes côtés pendant l'année la plus difficile de ma vie, et j'ai dit, pour avoir prouvé que la famille n'est pas seulement une question de sang, mais de loyauté et d'amour. Alors que nous rions et partagions des histoires, j'ai ressenti quelque chose changer en moi. J'ai réalisé à quel point tout avait changé. L'année dernière avait été comme un cauchemar, mais d'une manière étrange, cela avait aussi été un cadeau. Cela m'avait montré qui importait vraiment, m'avait appris combien je pouvais être forte et m'avait donné le courage de couper les influences négatives et toxiques de ma vie. Assise là, entourée d'amour et de bonheur véritable, je savais que c'était mon happy end. Ce n'était pas parfait et cela portait des cicatrices, mais c'était réel, et c'était ce qui le rendait beau. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti de l'espoir pour l'avenir. J'étais reconnaissante pour la famille que j'avais trouvée et pour la force que j'avais découverte en moi. Alors, voilà comment mon histoire se termine, mais je suis curieuse d'entendre vos avis. Si vous aviez été à ma place, auriez-vous donné une autre chance à votre père après tout ce qu'il a fait? Ou auriez-vous maintenu les limites, comme je l'ai fait? C'est une décision difficile, et je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà affronté des luttes similaires avec des membres de la famille toxique. J'aimerais entendre vos expériences. Veuillez partager dans les commentaires comment vous avez géré des dynamiques familiales compliquées dans vos propres vies. Si mon histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour plus d'histoires vraies et de discussions sur la manière de naviguer dans les relations familiales complexes. Votre soutien signifie beaucoup pour moi et m'aide à continuer à partager ces histoires. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. J'ai serré fermement dans ma main.
J'étais divisé entre avancer vraiment ou non. Mes yeux se sont tournés vers la femme devant moi. Ses joues étaient rouges et ses yeux brillaient alors qu'elle me regardait. La voir de si près était à couper le souffle. Elle était si belle. Je suis sûr qu'elle s'était préparée pour être ici. Si tel est le cas, je voudrais répondre à ses désirs aussi, car je ressentais la même chose qu'elle. Alors, j'ai tout poussé. Je n'oublierai jamais sa joie à ce moment-là pour le reste de ma vie. Ce que je vais vous raconter est une rencontre fatidique avec une femme qui me détestait autrefois. Je suis James Peterson, un gynécologue de 32 ans travaillant dans un hôpital. Bien que maintenant je gagne de l'expérience en tant que médecin et que je travaille bien, j'ai vraiment parcouru un long chemin pour devenir médecin. J'ai eu 2 tentatives ratées avant d'entrer à la faculté de médecine, ou plutôt, je n'ai pas passé l'examen pendant 2 ans. J'étais dans une classe à haut rendement au lycée et bien placé pour entrer dans une école de médecine, mais le jour de l'examen préliminaire, ma mère, qui était chroniquement malade, s'est évanouie. L'examen est devenu le moindre de mes soucis et je ne suis pas allé au centre d'examen. J'ai passé 2 ans à soutenir ma mère, qui était entre la vie et la mort. Cela a peut-être été un détour, mais rien n'est plus important que la vie, donc je n'ai aucun regret. Malheureusement, ma mère est décédée, mais je suis heureux d'avoir pu être là pour elle. J'ai toujours rêvé de devenir médecin et à travers la lutte de ma mère contre la maladie, mon désir est devenu encore plus fort. Ainsi, 2 ans après mes camarades, j'ai intégré la faculté de médecine. Maintenant, travaillant comme médecin, une femme a été transférée dans mon hôpital, la belle camarade de classe du lycée qui me détestait autrefois, Amanda, est devenue ma patiente. Eh bien, il serait plus précis de dire qu'elle a toujours compétitionné avec moi plutôt que de me détester. Amanda et moi avons fréquenté la même école préparatoire. Nous compétissions toujours pour les meilleures notes, et elle me traitait comme son rival. Je ne la voyais pas particulièrement comme une rivale, mais c'est vrai que compétitionner avec elle me motivait à étudier davantage. Peut-être parce qu'elle me voyait comme un rival, elle a toujours été dure avec moi. Elle me disait souvent, je ne vais pas perdre contre toi, mais j'admirais sa compétitivité, qui contrastait nettement avec ma personnalité décontractée, et je trouvais ça cool. Au lycée, je n'avais rien dit à personne sur la raison pour laquelle j'avais abandonné, sauf à mon professeur principal. Bien sûr, je n'en avais pas parlé à Amanda. Je ne voulais pas dire que ma mère était dans un état critique, car si je le disais, la scène où ma mère s'est évanouie devant moi me reviendrait à l'esprit. Je ne pouvais pas supporter les regards de sympathie de tous. Mais Amanda, sans savoir pourquoi, semblait penser que j'avais fui l'examen. Tu n'as pas eu confiance et tu as fui, tu n'es même pas allé au lieu de l'examen. Tu es un lâche, elle m'a insulté ainsi et n'a plus jamais parlé avec moi depuis. Elle a été acceptée dans une université prestigieuse. C'était l'université où elle avait toujours dit qu'elle entrerait depuis la première année du lycée. Elle était honnête avec ses sentiments et directe. Elle était exigeante avec elle-même et avec les autres, mais elle n'évitait jamais de faire l'effort nécessaire. Pour moi, elle semblait éblouissante. Qui aurait pensé qu'Amanda deviendrait ma patiente ? Je me demande comment elle réagira. Les retrouvailles étaient un mélange de bonheur et un peu de peur. J'ai rencontré Amanda alors que je faisais des courses dans une supérette avant d'aller travailler. Elle ne savait toujours pas que j'étais son médecin responsable parce que je ne l'avais pas saluée comme telle. En outre, peut-être parce que j'étais en tenue décontractée, elle m'a regardé avec colère dès qu'elle m'a vu et a ri. Tu es diplômé du lycée et tu es malade. Un vrai raté dans la vie, hein ? Il semble que, à cause de l'annulation de mon examen de fin d'études secondaires, j'étais un raté à ses yeux. Je suis votre médecin, ai-je répondu. Quoi ? De quoi parlez-vous ? A-t-elle demandé. Je lui ai montré mon badge qui indiquait mon titre de médecin, ce qui l'a surprise. Elle est restée là à le regarder, abasourdie. Après avoir révélé dans le magasin que j'étais son médecin, Amanda est partie du lieu sans dire un mot. Plus tard, je suis allé dans sa chambre pour la saluer, mais elle n'a rien dit. Peut-être était-elle toujours en colère. Elle avait été diagnostiquée avec un cancer de l'ovaire dans un autre hôpital et a été transférée dans mon hôpital pour une intervention chirurgicale. L'hôpital où je travaille a une bonne réputation en gynécologie et attire les patients d'autres hôpitaux pour des chirurgies. Après avoir examiné sa condition dans cet hôpital, il semblait probable qu'un de ses ovaires devrait être enlevé. L'étendue de la progression et le plan de traitement après l'intervention seraient déterminés, mais alors Amanda a commencé à dire quelque chose de complètement inattendu. Je ne vais pas faire l'opération. Désolé, qu'avez-vous dit ? Ai-je demandé. Écoutez attentivement,
Espèce d'imbécile. J'ai dit que je ne vais pas faire l'opération. Si vous avez compris, laissez-moi tranquille. J'ai expliqué l'importance de l'opération, mais elle ne voulait pas écouter. Je me demandais si elle ne m'aimait pas, alors j'ai demandé à d'autres médecins et infirmières de lui parler de l'opération, mais peu importe qui parlait, Amanda refusait l'opération et ne donnait aucune raison. Je voulais respecter les souhaits de la patiente, mais je voulais qu'elle prenne une décision qui valoriserait sa vie avant tout. J'étais inquiet qu'elle ne me donne pas de raison. Un jour, alors que j'étais préoccupé par la façon de gérer Amanda, je suis passé devant sa chambre et j'ai entendu des voix discuter là-bas. Donc, ce sera une ablation de l'ovaire ? Nous devons annuler les fiançailles. Pour la première fois, j'ai vu quelqu'un qui était venu rendre visite à Amanda. Il levait la voix, semblant irrité par la patiente. Un de mes ovaires sera toujours là. Il n'y aura aucun problème, l'entendais-je dire. Tu n'en es pas sûr. Et quant à la chance de tomber enceinte ? Ce sera plus faible que la normale, n'est-ce pas ? Tu pourras avoir des enfants ? Si tu ne peux pas, il n'y a aucune raison pour que nous nous marions. S'il te plaît, ne dis pas ces choses. Je ne vais pas faire l'opération. Si je ne le fais pas, mes 2 ovaires resteront. Un rire méprisant de l'homme résonnait dans la chambre d'hôpital. Donc, il n'y aura pas de guérison complète du cancer, n'est-ce pas ? Et ma femme sera une patiente atteinte de cancer ? D'abord, cela est hors de question. Il y a seulement une chose que je veux pour ma femme, avoir des enfants qui porteront mes gènes supérieurs. J'ai entendu dire que le cancer de l'ovaire peut être héréditaire. Ce serait un désastre si notre enfant héritait de ça. Le son des pleurs d'Amanda pouvait être entendu. Si tu es inquiet, nous ferons des tests pour voir si cela peut être transmis. Le simple fait que tu aies le cancer est déjà un grand découragement. Ne me traîne pas dans ta maladie. Tu peux gérer ça toute seule. Bon sang, je pensais avoir trouvé une femme intelligente et belle. Tu es juste défectueuse. Je ne pouvais pas tolérer un homme qui ne savait même pas ce qu'était la maladie et qui assumait qu'elle était héréditaire de son propre chef, et la partie où il la méprisait comme défectueuse. Ce qui compte maintenant ne devrait pas être si ses gènes survivent à la prochaine génération. Sa vie n'est-elle pas la chose la plus importante ? Même si elle voulait avoir des enfants, ce sont les femmes qui accouchent. Les femmes risquent leur vie pour donner naissance. Je ne pouvais tout simplement pas accepter qu'un homme qui manque de respect aux femmes l'ignore ainsi. Tu ne m'aimes plus ? S'il te plaît, ne m'abandonne pas. J'ai rencontré Amanda alors que j'étais en train de faire des courses dans une supérette avant d'aller travailler. Elle ne savait toujours pas que j'étais son médecin traitant car je ne l'avais pas saluée comme telle. De plus, peut-être parce que j'étais en tenue décontractée, elle m'a regardé avec colère dès qu'elle m'a vu et a ri. Tu es diplômé du lycée et tu es malade. Un vrai raté dans la vie, hein ? Il semble qu'en raison de mon annulation de l'examen de fin d'études secondaires, j'étais un raté à ses yeux. Je suis votre médecin, ai-je répliqué. Quoi ? De quoi tu parles ? Demanda-t-elle. Je lui ai montré mon badge indiquant mon titre de médecin, ce qui l'a surprise. Elle l'a regardé fixement, stupéfaite. Après lui avoir révélé dans le magasin que j'étais son médecin, Amanda est partie sans dire un mot. Je suis allé la saluer dans sa chambre plus tard, mais elle n'a rien dit. Peut-être était-elle encore en colère. Elle avait été diagnostiquée avec un cancer de l'ovaire dans un autre hôpital et avait été transférée dans mon hôpital pour la chirurgie. L'hôpital où je travaille a une bonne réputation en gynécologie et attire les patients d'autres hôpitaux pour les chirurgies. Après avoir examiné sa condition dans cet hôpital, il semblait probable qu'un de ses ovaires devait être enlevé. L'étendue de la progression et le plan de traitement après la chirurgie seraient déterminés, mais alors Amanda a commencé à dire quelque chose de totalement inattendu. « Je ne vais pas faire la chirurgie. » « Désolé, qu'est-ce que tu viens de dire ? Demandai-je. « Écoute bien, idiot. J'ai dit que je ne vais pas faire la chirurgie. Si tu as compris, laisse-moi tranquille. » J'ai expliqué l'importance de la chirurgie, mais elle ne voulait pas écouter. Je me demandais si elle ne m'aimait pas, alors j'ai demandé à d'autres médecins et infirmières de lui parler de la chirurgie, mais peu importe qui parlait, Amanda refusait la chirurgie et ne donnait aucune raison. Je voulais respecter les souhaits de la patiente, mais je voulais qu'elle prenne une décision qui valorisait sa vie avant tout. J'étais inquiet qu'elle ne me donne pas de raison. Un jour, alors que je me demandais comment aborder Amanda, je suis passé devant sa chambre et j'ai entendu des voix se disputer à l'intérieur. Alors ce sera une ablation d'ovaire ? Nous devons annuler les fiançailles.
C'était la première fois que je voyais quelqu'un venir rendre visite à Amanda. Il haussait la voix, semblant contrarié par la patiente. L'un de mes ovaires sera toujours là. Il n'y aura aucun problème, l'entendis-je dire. Vous ne savez pas ça avec certitude. Et qu'en est-il de la chance de tomber enceinte? Ce sera plus bas que la normale, non? Vous pouvez avoir des enfants? Si vous ne pouvez pas, il n'y a aucune raison pour que nous nous marions. S'il vous plaît, ne dites pas ces choses. Je ne vais pas faire la chirurgie. Si je ne le fais pas, mes 2 ovaires resteront. Un rire moqueur de l'homme résonna dans la chambre d'hôpital. Alors il n'y aura pas de guérison complète pour le cancer, non? Et ma femme sera une patiente atteinte de cancer? D'abord, cela est hors de question. Il y a seulement une chose que je veux pour ma femme, avoir des enfants qui porteront mes gènes supérieurs. J'ai entendu dire que le cancer de l'ovaire peut être héréditaire. Ce serait un désastre si notre enfant l'héritait. Le son des pleurs d'Amanda pouvait être entendu. Est-ce que tu ne m'aimes plus? S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Il avait l'habitude d'avoir des moments gentils, mais il a montré ses vraies couleurs quand je suis tombée malade. Pourtant, j'étais déjà amoureuse de lui, m'accrochant honteusement à lui. Je me demande si ma maladie m'a affaiblie. Tu as refusé la chirurgie à cause de lui, demandai-je. Elle confirma que oui. Il semblait qu'elle pensait que s'il ne lui enlevait pas ses ovaires, il resterait à ses côtés. Mais cela n'aurait pas guéri sa maladie. Peut-être que son état mental était également affaibli par la maladie à tel point qu'elle ne comprenait pas cela. Elle rit d'elle-même. Oh, tu as vu un côté embarrassant de moi. Je me sens complètement exposée. Elle semblait un peu gênée, mais il n'était peut-être pas juste qu'elle soit la seule dont le secret était connu. Moi aussi, j'ai caché quelque chose. Puis-je te le partager? J'ai ressenti le besoin de révéler pourquoi je n'avais pas passé les examens d'entrée à l'université. Je lui ai raconté comment ma mère était tombée malade, à quel point son état était critique et que j'avais dû reporter mes examens pendant 2 ans pour m'occuper d'elle. Quand j'ai fini, elle m'a doucement tapé avec l'oreiller. Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela? Dans un moment aussi difficile, je t'ai accusé de fuir, n'est-ce pas? C'est horrible. Je ne voulais pas te préoccuper, alors je n'ai pas pu le dire. J'ai pensé que recevoir de la pitié serait douloureux aussi. En disant cela, elle m'a de nouveau tapé avec l'oreiller. Ça ne faisait pas mal du tout, mais chaque coup faisait un bruit comique. Pourquoi devrais-je m'inquiéter pour toi, mon rival? Pourquoi devrais-je me soucier de toi? Je t'ai dit de me suivre, n'est-ce pas? Je vais entrer à l'université en premier et travailler dur pour que tu ne puisses pas me rattraper, mais je veux quand même que tu me poursuives. Avec ces paroles typiques, je ne pouvais m'empêcher de rire. À partir de là, nous sommes restés absorbés par les histoires de nos jours d'étudiants. Elle, qui pleurait devant son petit ami jusqu'à présent, reprenait son énergie, montrant occasionnellement de la colère ou riant. C'est ainsi qu'elle devrait être. S'accrocher à un tel type terrible n'était pas son style. Alors, que vas-tu faire concernant la chirurgie? Elle m'a regardé avec une expression vide avant de rire défiant. Bien sûr, je vais la faire. Je vais vite me remettre et travailler dur à nouveau. J'ai beaucoup travaillé pour entrer dans cette entreprise. Je vais encore atteindre le sommet. Son esprit compétitif se lisait sur son visage, tout comme pendant ses jours éblouissants d'étudiante. Elle brillait encore maintenant. La chirurgie a été un succès, et le rapport pathologique a indiqué que le cancer pourrait être complètement enlevé, avec une faible malignité et un faible risque de métastase. À sa demande, un test génétique a été effectué, qui n'a montré aucun risque génétique pour le cancer. Tous les deux étions soulagés. Pendant son hospitalisation, nous parlions tous les jours, et la distance entre nous semblait s'être réduite. J'aimais passer du temps à discuter avec elle en dehors de mes heures de travail. Apporte-moi une boisson l'après-midi, j'aimerais quelque chose de sucré demain. Elle a commencé à faire des demandes, et j'ai trouvé adorable qu'elle fasse ces petites promesses. Je suis sûr de ne pas être le seul à trouver nos conversations agréables. Le jour de sa sortie, j'avais préparé des fleurs pour elle. En sortant de l'hôpital, je lui ai remis le bouquet. Félicitations pour votre sortie. Elle a regardé le bouquet puis a détourné le regard en boudant. Ne vois-tu pas que mes mains sont pleines? Je ne peux rien porter de plus. Interprétant sa réponse comme un refus d'accepter, je me sentais un peu déçu. Comme je ne peux pas le porter, apportez-le chez moi, dit-elle. Hein?
Je digérais encore ce qu'Amanda venait de dire et la regardais perplexe. Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est ce que j'ai dit. Comme je ne peux pas le porter, vous apportez les fleurs chez moi. Eh bien, Amanda, je ne sais pas où est votre maison. Alors, elle a mis un morceau de papier avec quelque chose d'écrit dans ma poche. J'ai atteint dans ma poche et senti le papier. Qu'est-ce qui est écrit ici? Quand j'ai demandé, elle a répondu. Mon contact et mon adresse. Vous devez apporter les fleurs. Appelez-moi après le travail. Il semblait qu'Amanda était prête à me voir en dehors de l'hôpital. J'ai serré le morceau de papier dans ma main, hésitant sur le fait de vraiment pouvoir le garder dans ma poche comme ça. Pendant que je réfléchissais à ce que je devais faire, j'ai regardé Amanda, qui était devant moi. Elle était là, ses joues rougissant, ses yeux humides alors qu'elle me regardait. Elle avait certainement décidé d'être ici avec moi. Dans ce cas, je voulais aussi répondre à ses souhaits. Après tout, je ressens la même chose pour elle. Alors, j'ai fermement poussé le papier au fond de ma poche. Même si vous le demandez en arrière, je ne le rendrai pas. En entendant mes paroles, elle a semblé se détendre. Peut-être était-elle aussi tendue. Je ne pourrai probablement jamais oublier la joie sur son visage à ce moment-là pour le reste de ma vie. Quand je suis retourné au bureau et que j'ai regardé le billet, il était écrit « Vous me contactez absolument » avec ses coordonnées. J'ai souri en voyant sa manière caractéristique de faire une demande. Cette nuit-là, après avoir terminé mon travail, je l'ai rapidement contactée et je me suis précipité chez elle pour lui remettre le bouquet. Je n'avais pas couru comme ça depuis des années. Maintenant, 2 ans plus tard, je vis avec ma femme Amanda. Nous nous disputons beaucoup, mais ma femme, qui est toujours belle et mignonne quand elle est en colère, me rend heureux. Globalement, je veux continuer à valoriser ma femme avec son côté doux et fort, qui ne cesse jamais de préparer mon déjeuner avec amour. Qu'est-ce que vous voulez dire par une annulation?
Je passais un appel pendant ma pause déjeuner au travail et j'ai fini par élever la voix involontairement, puis je me suis rapidement calmée. Pourquoi? Comment ça? Mon esprit s'est vidé. La femme de l'assurance était le portrait de la sérénité, bien différente de mon état actuel. Selon nos dossiers, nous avons reçu une demande d'annulation de votre part, et la procédure a déjà été complétée. L'assurance que j'avais souscrite était une assurance vie de type épargne. Ma belle-sœur Émilie était courtière en assurance et m'avait supplié de signer une police qui était plus chère que le tarif du marché parce qu'elle avait des objectifs stricts à atteindre. Je m'appelle Sophia, j'ai 40 ans et je travaille dans un bureau. Je vis dans un appartement avec mon mari et ma fille. Aujourd'hui a été une journée assez mouvementée depuis le début. Mon mari Kevin a annoncé qu'il aurait un voyage d'affaires d'une nuit dès son réveil et a commencé à faire ses valises, tandis que ma fille a commencé à faire une crise, disant « Je ne trouve pas mon livre de mathématiques ». Madison, ma fille, est seulement en première année, il est donc compréhensible qu'elle demande beaucoup d'attention, mais j'aimerais vraiment que Kevin n'augmente pas le stress avec des choses comme « Où est ma valise ?» ou « Où sont mes nouvelles chaussettes ?» Cela a été une année difficile avec Kevin. J'ai pensé au divorce, ce qui ne fait qu'augmenter ma frustration. Pourquoi ne vous préparez-vous pas tous les deux la veille? Quand j'ai exprimé mon incrédulité, Madison s'est excusée sincèrement. « Désolée, maman. Je ferai plus attention la prochaine fois. » Alors j'ai pu répondre « Non, ça va. J'aurais dû vérifier avec toi hier. C'est ma faute. » Mais Kevin, c'est une autre histoire. Madison est encore jeune. Si tu avais tout préparé, ça ne serait pas arrivé. De plus, tu aurais dû être assez attentif pour acheter de nouvelles chaussettes pour mon voyage. Tes commentaires m'ont vraiment agacé. Je ne savais rien de ton emploi du temps pour les voyages d'affaires. Les chaussettes que j'ai lavées et mises dans le tiroir ne sont pas assez bonnes? Je préfère des chaussettes neuves pour mes voyages. Quelle préférence étrange, ai-je pensé, mais je ne l'ai pas dit à voix haute. Ces voyages d'affaires nocturnes sont rares, peut-être une fois tous les quelques mois. Ils doivent avoir été planifiés par son entreprise bien à l'avance, même s'il ne l'a pas mentionné. S'il avait besoin de nouvelles chaussettes, il aurait dû les acheter avec son propre argent ou me prévenir à l'avance. Voyant le visage en larmes de ma fille suppliant « Papa, maman, s'il vous plaît, arrêtez de vous disputer », je me suis tournée vers elle. « Madison, je suis désolée. Tout va bien, cherchons ensemble rapidement. » Kevin a repris tranquillement ses préparatifs, et j'ai commencé à vérifier le sac à dos avec ma fille. En regardant Kevin, j'ai remarqué qu'il préparait des vêtements décontractés qu'il porterait le week-end, et non les vêtements habituels pour un voyage d'affaires. Serait-ce une autre liaison? Cela m'a semblé suspect. Il m'a déjà trompé 2 fois auparavant. La première fois, c'était juste avant la naissance de notre fille. J'avais envisagé le divorce, mais Kevin s'est excusé en larmes. De plus, il a demandé l'aide de ses parents pour me convaincre. Ma belle-mère a supplié, « S'il te plaît, ne divorce pas de mon fils. » Ma belle-sœur a également fait une scène en disant, « S'il te plaît, n'abandonne pas mon frère », ce qui m'a fait reconsidérer le divorce. Mais l'année dernière, Kevin m'a trompé une 2e fois, exactement comme la première fois. Il s'est impliqué avec une fille qu'il a rencontrée sur un site de rencontre. Kevin est du genre à dire ce qu'il pense directement, et ses actions sont assez transparentes. Il pense être discret, mais, de mon point de vue, c'est presque risible à quel point il est évident. Il a été rapidement découvert et s'est ensuite excusé à nouveau, en pleurant. C'est pathétique de le voir, habituellement si arrogant, réduit à pleurer et à renifler. Je lui ai dit, « Si tu causes plus de problèmes, nous divorcerons définitivement » et je l'ai fait remplir les papiers du divorce, transférer toutes nos économies sur mon compte et je l'ai pardonné, mais mon amour pour lui avait complètement disparu. Il se met toujours en avant. Je ne supporte pas le fait qu'il ne s'occupe pas de Madison ni ne joue avec elle, mais je pense à supporter le divorce jusqu'à ce qu'elle soit un peu plus grande. Finalement, le livre de mathématiques a été facilement trouvé dans le sac à dos. Madison est partie heureuse, mais j'étais épuisée par les événements de la matinée. Comme je n'avais pas eu le temps de préparer le déjeuner, je suis allée dans un magasin près du bureau pendant ma pause. C'est alors que j'ai vu une annonce de la compagnie d'assurance et me suis souvenu que ma police devait verser un bonus après un certain temps.
Cela devait être déposé à peu près à cette époque. En payant une prime élevée chaque mois, j'ai besoin de ces petites joies pour continuer. À quoi devrais-je dépenser l'argent quand il arrivera? Peut-être serait-il bon d'acheter quelques vêtements d'automne neufs pour Madison. J'ai commencé à me sentir excitée. Avec des pas plus légers, je me suis arrêtée à la banque pour vérifier mon relevé bancaire et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas seulement pas de bonus, mais que la prime de ce mois-ci n'avait pas été déduite. Hein, c'est étrange. Pas de déduction le mois où nous recevons le bonus? Au début, j'étais simplement intriguée, mais en me rappelant de l'incident de ce matin avec les valises de Kevin, j'ai eu un mauvais pressentiment et j'ai appelé la compagnie d'assurance. Il s'est avéré que ma belle-sœur était en congé ce jour-là. Une autre dame a répondu à mon appel, et c'est ainsi que j'ai découvert l'annulation. Ils ont dit que le paiement de l'annulation avait déjà été effectué, mais je n'avais reçu aucun argent sur mon compte. La dame au téléphone continuait de dire que toute la documentation était en règle et que la compagnie d'assurance avait suivi les procédures appropriées. C'est un gros problème si quelqu'un annule sans le consentement du propriétaire, et il semblait qu'il disait indirectement que ce n'était pas la faute de la compagnie d'assurance. Je vais dire ça clairement une fois de plus, je n'ai jamais eu l'intention d'annuler. Je vais vérifier avec Émilie et mon mari, mais veuillez également vérifier de votre côté avec elle. J'ai exprimé mon point de vue de manière ferme et j'ai raccroché. Avant que je ne m'en rende compte, ma pause déjeuner était presque terminée, et je n'avais plus le temps de manger le déjeuner que j'avais acheté, ni l'appétit, car d'autres préoccupations avaient surgi. Quand j'ai dit à mon patron que je voulais partir plus tôt aujourd'hui, j'ai rapidement terminé le travail restant. Je suis sortie du bureau plus tôt que d'habitude et j'ai immédiatement appelé Kevin. S'il était vraiment en voyage d'affaires et occupé, je ne pourrais rien y faire. Sophia, pourquoi tu appelles? Je suis au travail. Kevin a répondu après quelques sonneries, semblant irrité, mais je pouvais entendre de la musique entraînante en arrière-plan. Pourquoi pense-t-il qu'il ne sera pas pris? Ridicule. Désolé pour ça. Dis-moi, mon assurance vie a été annulée sans que je le sache, et il n'y a pas de paiement d'annulation. Tu es au courant de quelque chose? Je pense consulter la police, car cela pourrait être une escroquerie. Hein, pourquoi tu veux appeler la police? C'est moi. Je soupçonnais que c'était l'œuvre de Kevin et Emily, alors quand j'ai un peu exagéré, il a été surpris et a rapidement avoué. Bien que j'ai eu mes soupçons, ma colère a augmenté. Ah, donc c'était toi. Où est le paiement d'annulation alors? Je l'ai utilisé pour aider maman, a-t-il répondu. Aider? Il est arrivé quelque chose à ta mère pour qu'elle ait soudainement besoin d'argent? Non, elle a juste dit qu'elle voulait faire un voyage en famille pour la première fois. Un voyage? J'étais choquée par sa réponse inattendue. Tu as annulé mon assurance vie pour ça? Pour l'utiliser pour un voyage? Le voyage d'affaires était un mensonge? Oui. Je suis le bénéficiaire, quel est le problème? Nous sommes tous logés dans un hôtel de première classe. Je suis dans le hall maintenant et tu ne croirais pas la taille du lustre ici. Peut-être pensait-il que tout allait bien. Comme il avait été pris, Kevin se vantait joyeusement. Comment ça? Quel est le problème? Pourquoi tu as annulé sans m'en parler? C'est moi qui payais les primes de mon propre salaire. Tu devrais être capable de couvrir tes propres dépenses de voyage. Ah, c'est tellement agaçant. Mais c'est l'argent que je recevrais si quelque chose t'arrivait, non? Alors c'est mon argent. Tu es en bonne santé et tu ne vas pas casser ta pipe de sitôt. Nous pouvons recommencer à payer. Je ne pouvais pas comprendre la logique de Kevin. Mais les conditions changent à mesure que tu vieillis et les primes augmentent. Tu ne comprends vraiment pas ça? Eh bien, je ne suis pas le seul à payer pour ça. Les paroles irresponsables de Kevin me donnaient mal à la tête. Tes parents le savent? Que tu as annulé mon assurance vie sans me prévenir? Ton père n'a rien dit? Ah, et Émilie est aussi dans le coup, n'est-ce pas? Toi et Émilie avez falsifié ma signature, n'est-ce pas? Eh bien, oui. Maman et papa étaient contents de ça, ils ont trouvé que c'était une bonne idée. C'est ta faute de garder tout notre argent. Je voulais juste m'amuser une fois. Ce n'est pas grave. Nous sommes en voyage en famille et tout le monde est heureux.
Cette famille inclut tes parents et Emily, c'est ça? Pourquoi Madison et moi ne sommes pas incluses? Ne faisons-nous pas partie de ta famille? L'assurance est pour les urgences, et c'est beaucoup plus heureux de ne pas l'utiliser. Tu aurais dû me consulter d'abord si tu voulais l'utiliser pour un voyage. Tu aurais certainement dit non. Toi et Madison êtes toujours ensemble de toute façon. Il n'y a pas de mal à ce que je passe du temps avec ma vraie famille de temps en temps. De plus, Emily voulait que tu signes une nouvelle police d'assurance vie, donc c'est faire d'une pierre deux coups. Pour vous, peut-être. Je ne te crois pas. Tu n'as pas honte de donner des excuses comme un enfant, disant que tu ne m'as pas dit parce que j'aurais dit non? C'est pour ça que je ne voulais pas te le dire, parce que tu te serais fâché. Tellement agaçant. Si tu continues à te plaindre, je pourrais aussi bien divorcer de toi. Tu ne le ferais pas de toute façon. Se sentait-il encouragé parce qu'il se trouvait dans un site touristique? Kevin était plus audacieux que d'habitude. D'accord. J'ai raccroché le téléphone. Prépare-toi. Je vais me venger de Kevin et de sa famille complètement, murmurai-je pour moi-même. Ma patience était épuisée. Kevin me sous-estimait parce que je le pardonnais toujours, malgré mes menaces de divorcer. Je pensais autrefois que mes beaux-parents étaient des personnes décentes et, bien qu'Emily me pousse à souscrire des assurances vie coûteuses, je croyais qu'elle n'était pas une mauvaise personne. Mais des personnes décentes n'annuleraient pas secrètement l'assurance vie de leur belle-fille et ne dépenseraient pas l'argent. Telle mère, telle famille. Je vais couper les liens avec eux tous. Je suis allée directement chez l'avocat. J'ai toujours gardé les papiers de divorce que Kevin avait remplis dans mon sac comme un talisman. J'ai immédiatement déposé la demande de divorce, puis j'ai récupéré Madison à la crèche, et sur le chemin du retour, je lui ai parlé du divorce. Elle était surprise, mais elle a compris après que j'ai expliqué soigneusement. Quand nous sommes rentrés à la maison, elle a demandé, « Alors, papa ne va plus rentrer à la maison? Il ne sera pas à la maison ce soir parce qu'il va dormir ailleurs. Nous divorçons, donc nous allons vivre séparément, mais il y a encore beaucoup à préparer, ai-je répondu à sa question prudemment, sans comprendre entièrement son intention. Alors, commençons à préparer maintenant, vite. Qu'est-ce qu'il y a? Mais nous sommes séparés de papa, n'est-ce pas? Maman, tu n'as plus besoin de pleurer. Je déteste quand papa te met toujours en colère. Madison, tu disais toujours arrêtez de vous disputer parce que tu étais inquiète de me voir triste. Bien sûr. Je prévoyais de ne pas divorcer à cause de ma fille, mais il semble qu'elle se retenait tout ce temps. La raison pour laquelle elle intervenait dans nos disputes était qu'elle était inquiète pour moi. Papa ne joue jamais avec moi, même les jours de congé, et quand j'essaie de lui parler, il dit juste « tais-toi, va-t'en ». Comme ce matin, il m'utilise seulement pour te dire des choses méchantes. J'étais très triste. Je t'aime, maman. Elle me sourit. Son sourire réchauffa mon cœur. Madison avait remarqué l'égoïsme de Kevin, préférant se mettre en avant plutôt qu'elle, et elle était aussi fatiguée de lui. Découvrir les vrais sentiments de Madison de cette manière est si triste que cela me fait pleurer. Je comprends. Désolée de t'avoir fait traverser des moments difficiles, Madison. À partir de maintenant, ce sera juste nous deux, mais je prendrai bien soin de toi. Je t'aime beaucoup aussi. Yay. J'ai promis de ne plus jamais laisser Madison se sentir triste. Pendant que Madison faisait ses devoirs à côté de moi, je m'occupais de tâches comme consulter un avocat, chercher des agents immobiliers et des entreprises de déménagement en ligne. Ensuite, j'ai contacté mes parents. En expliquant la situation, mes parents ont également dit « rentre à la maison immédiatement ». Ainsi, Madison n'aurait pas besoin de changer d'école. De plus, mon père a dit qu'il pouvait emprunter un camion à un de ses amis pour nous aider à déménager le matin. J'ai informé le propriétaire, l'école et les familles du groupe de transport scolaire que nous irions et viendrions de chez mes parents et j'ai expliqué brièvement la situation. J'ai décidé de m'occuper des formalités administratives de l'école plus tard et j'ai appelé mon travail pour demander un jour de congé le lendemain. Je voulais terminer la plupart des choses avant que mon mari ne revienne. Dès que le jour se leva, mes parents sont venus et nous avons rapidement déménagé nos affaires chez eux. Tout était fait avant le retour de mon mari, ne laissant que ses affaires dans l'appartement. J'ai laissé un mot disant « Nous sommes divorcés ».
Maintenant, nous sommes des étrangers, et j'ai quitté l'appartement. Kevin a dû être choqué de découvrir que nous étions partis. Bien fait pour lui. Je me suis sentie soulagée en imaginant sa réaction. La raison pour laquelle j'ai pu me préparer si rapidement pour le divorce cette fois-ci était que j'avais recherché les procédures nécessaires lors de son infidélité précédente. Je lui avais dit, la prochaine fois, il n'y aura pas de discussion. Nous divorcerons et nous avions convenu que j'aurais la garde et tous les biens conjugaux. Ainsi, Madison et moi avons commencé une nouvelle vie chez mes parents. Plus tard, ma belle-mère désespérée m'a appelé. Elle a probablement contacté parce que j'avais bloqué le numéro de mon mari. Étant donné que mon mari a tendance à pleurer facilement malgré son arrogance, il devait être en train de pleurer. « Qu'est-ce que tu penses, divorcer de mon fils alors qu'il ne t'a pas trompé ?» Elle a crié si fort que cela m'a fait mal aux oreilles, et j'ai instinctivement éloigné le téléphone de moi. « Eh bien, Sophia, il n'est pas trop tard. Excuse-toi auprès de mon fils maintenant. Il pleure sans cesse parce qu'il est blessé. Tu n'as pas honte de faire un scandale comme ça? Demander des excuses? Moi? Pourquoi? J'étais tellement perplexe par ces paroles que je les laissais échapper. Qui es-tu? Ma belle-mère ne s'attendait probablement pas à une telle réponse de ma part. Ses paroles s'arrêtèrent brusquement. J'étais surprise par ma propre réponse. Eh bien, oui, c'est moi, ta belle-mère. Allez, Sophia, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu n'es pas sénile, n'est-ce pas? Tu es encore jeune. Non, je n'ai qu'une mère. Es-tu un genre d'escroquerie? Genre, bonjour, c'est moi, une escroquerie par téléphone? Sans dire ton nom complet? J'ai décidé de continuer avec mon précédent dérapage, car nous étions divorcés et étions des étrangers maintenant, et ils étaient du genre à annuler une assurance vie sans permission. Je pensais que cela ne valait pas la peine d'avoir une conversation sérieuse. Ne plaisante pas, Sophia. Si tu agis ainsi, nous avons nos moyens aussi. Comme prévu, ma belle-mère était furieuse, mais je m'en fichais. Quels moyens parles-tu? Que peux-tu faire? Nous avions convenu que s'il y avait un autre problème, nous divorcerions immédiatement, et il m'a dit au téléphone qu'il voulait le divorce, n'est-ce pas? Mes paroles la firent hésiter. J'ai profité du moment pour insister davantage. Du attest mich consultiran solen, when du en res machan woltest. Warum en verbrechen begean? Wolteier aliens je fanny? Die Befut Kundigung en Lebensversichern kann als Falschung private Dokumentan gesehen werden, da mich je fanny bestraft werden kann. Ich bin bereit, ernsthaft du Kämpfen. Ich hat nicht von finanziellen Problemen in Kevin Familie also retten si das aus Lonero jetant, aber je no deswegen konnte ich ihnen nicht vergeben. Was? Warten Minute, wir können Kriminellen sein. Bitan schuldig, la Saint-Reden, Schokier über Daierwanung von je fanny, andert Menschwigermutter plötzlich den Ton, aber warvuspat. Ich legt auf und blockiert die Nummern meiner Schwiegereltern. Spater furisch, das Kevin so Schokier über die Scheidung war, das seinen Job aufgab und Sidler wird. In Bezug auf die Lebensversicherung klarten wir die Angelegenheit über das Außergerichtlich Streitbeilegungssystem für Versicherungen. Menschwagern wird von der Versicherungsgesellschaft entlassen und wird sogar Kurs darüber in den Nachrichten berichtet. Menschwigereltern würden zum Gesprächsthema im Viertel und von Verwandten für ihren Mangel en jeux dem Menschenverstand und Change ful kritisier, was si isolier fulen lies. Da Kevin und Menschwagern nicht arbeiten content, chenant si finanziell Problem haben. Waren dessen le Ben Madison und ich frei und glücklich im aus meiner Eltern. So sehr ich meiner Tochter Problem berette ab, möchte ich sie von en miviel lieb grossien. Wenn ihnen dies rührendes Schicht gefallen hat, lassen sie ihnen like da, haben sie einen schönen Tag und vergessen sie nicht, den Kanal abonnieren.